Bonjour Joël Kouvouna. Vous êtes bien aimable de nous présenter le projet que vous avez initié et que vous êtes en train de réaliser au Congo, qui s'appelle SOS Covid et stigmatisation. Il y a 15 mois, tout le monde était dans la crainte à l'arrivée du virus. Aujourd'hui, qu'en est-il chez vous? 15 mois plus tard, après le début de la pandémie, il s'avère que les pronostics ont été très sévères à l'égard de l'Afrique, comme on le sait. Parce que quand la pandémie avait commencé, ce qui se disait, nous n'avons pas assez d'infrastructures pour accueillir les gens, voilà, les malades. Mais c'était vraiment une crainte pour l'Afrique. Ça, c'est vraiment réel parce que nous n'avons pas assez d'infrastructures. Mais 15 mois plus tard, aujourd'hui, nous pouvons nous dire que ces craintes sont quand même fondées parce qu'aujourd'hui, avec la troisième vague, nous y reviendrons. Avec la troisième vague, nous commençons à nous rendre compte que c'est un problème sérieux avec nos infrastructures, avec nos structures sanitaires qui n'arrivent pas à prendre soin de malades parce qu'il n'y a pas assez de bonbonnes pour accueillir ceux qui ont des situations sévères, c'est vrai. Mais par rapport à ce que nous pensions, que toute l'Afrique allait être décimée, parce que c'était là le pronostic de beaucoup de gens, c'était pas arrivé. Jusque-là, c'est pas arrivé. C'est la grâce, c'est la grâce de Dieu. Mais aussi, nous croyons que c'est aussi des efforts des uns et des autres. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est encore un grand souci et nous devons encore continuer à travailler là-dessus parce que le défi est encore très grand 15 mois après. Les inquiétudes sont quand même là par rapport à cela. Par rapport à l'aggravation de la situation et de la vaccination, nous disons qu'aujourd'hui, nous assistons à la troisième vague. Et cette troisième vague est beaucoup plus dévastatrice que les autres vagues parce que nous assistons aujourd'hui au Congo, dans la province du Congo central, à une augmentation des cas. Et nous nous rendons compte que c'est un peu beaucoup plus sévère que les autres vagues. Ça, il faut que nous puissions nous le dire. La situation ne fait que s'aggraver le jour au lendemain. À propos de l'opinion des gens sur la pandémie, nous avons mené beaucoup d'enquêtes sur cette problématique sur la pandémie de Covid-19. Et dans nos découvertes, nous avons réalisé que tout au début, les gens n'avaient pas d'abord accepté que c'était vrai. Ça c'est dans l'opinion publique. Les gens ont dit que ça c'est... Au début, là-bas, on disait que c'est la maladie chinoise, et après, c'est la maladie des Blancs, c'est l'Europe, ce sont des États-Unis. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est aussi au Congo, on s'est rendu compte que c'est aussi chez nous en famille. Voilà, ça a commencé à changer des jours au lendemain. Mais l'opinion publique n'avait pas cru. De toutes les façons, les gens ont dit que c'est une punition des dieux, les autres, c'est imaginaire, d'autres encore, c'est une façon, voilà, que les Occidentaux, c'est juste une manière pour les Occidentaux de décimer ou d'exterminer les peuples africains. Donc il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Les gens n'en avaient pas cru, les gens n'y ont pas cru. Donc voilà, au début, les gens ont dit que cette maladie n'existait pas. Et jusqu'aujourd'hui, c'est curieux de voir encore que beaucoup de gens pensent que, bon, c'est de l'utopie, ça n'existait pas. Ça, c'est l'opinion de la population. C'est l'opinion générale de la population. Les autorités du pays ont certainement pris des mesures pour lutter contre les ravages de cette pandémie. Le gouvernement a pris quand même des mesures parce que l'année passée, finalement, le pays est allé en confinement. Mais aujourd'hui, encore avec la troisième vague, le gouvernement vient encore de prendre certaines autres mesures. Certaines autres mesures qui viennent d'être prises, les bars ne fonctionnent plus, beaucoup d'autres choses ont été restructurées un tout petit peu. Même les églises, c'est un nombre limité aujourd'hui avec la troisième vague. Il faut la distanciation sociale.
bon, on a quand même laissé les écoles parce qu'on s'est dit, bon, on essaie quand même de voir comment ça évolue, mais jusque-là, c'est encore provisoire si les écoles sont en train de fonctionner, parce qu'on est en train de voir comment la situation va évoluer jusque dans 2 semaines, et puis on va voir quelles sont les mesures qui peuvent être renforcées ou allégées par rapport à l'évolution de la situation. Pouvez-vous nous dire quel malaise, quel danger, quelle difficulté vous a fait prendre plus précisément conscience de la nécessité de lancer ce projet? Le malaise ou les difficultés, les injustices, les dangers que nous avons pu comprendre par rapport à cette situation. En fait, nous avons voulu réaliser ces projets parce que nous nous sommes rendus compte que dans la situation de la pandémie, il y a 2 choses. Il y a d'abord l'indifférence. Ça, c'est l'indifférence. Les gens se disent, bon, de toutes les façons, ça, c'est la maladie des Blancs parce que nous n'allons pas mourir là-dessus. Entre-temps, les gens meurent. Mais ça, c'est d'abord la première chose, l'indifférence. La deuxième chose, c'est la stigmatisation. Une fois, on se rend compte que ça peut sembler être contradictoire. Mais une fois, on se rend compte que quelqu'un est testé séropositif, il est stigmatisé. Ça, c'est, nous nous sommes rendus compte que ceux qui sont hospitalisés avec des cas sévères sont trouvés parfois à la cité comme de personnes non grata et qui ne doivent plus venir chez nous, que nous ne devons plus saluer même à distance, que nous ne devons plus visiter. Voilà, c'est un peu toutes ces choses-là qui font que la stigmatisation prend vraiment sa place. Vous vous imaginez que même des enfants à l'école, quand ils apprennent que le papa de tel ou tel autre enfant a été testé positif, à l'école, même les enfants deviennent des enfants non grata à l'école. Les enfants commencent à se moquer de leurs collègues, tout cela, votre ami, votre frère, votre parent a été testé positif. Et ça devient un élément stigmatisant qui crée encore un autre problème dans la société. Donc on ne souffre pas seulement de Covid, mais on souffre aussi de la stigmatisation. Il est vrai que la distanciation sociale oblige, mais il y a une différence entre distanciation sociale et stigmatisation. Voilà ce que nous pouvons d'abord répondre là-dessus par rapport à la stigmatisation. Quels objectifs, si vous les atteignez, vous permettront de juger que le projet est réussi? Quels sont les résultats que nous voulons atteindre à la fin du projet? Est-ce que comment nous pensons évaluer le projet à la fin? En fait, nous voulons qu'à la fin de notre projet, que ce que nous abordons soit capable de changer leur langage. Voilà, c'est vraiment d'abord ça, le changement de comportement. L'acceptation que la maladie existe bel et bien. C'est vrai, jusque-là c'est un problème de société, mais que nous acceptions la réalité. Que nous ne puissions pas fuir la réalité. Nous cacher derrière nos traditions, derrière tout cela. Nous voulons que les gens se rendent compte que c'est une réalité. Et nous ne pouvons pas nous en détourner. Et ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est pas seulement que les gens acceptent, mais aussi que les gens changent de langage par rapport à ceux qui souffrent. Que les gens éliminent la stigmatisation dans leur façon de parler. Que les gens considèrent ceux qui sont finalement atteints, testés positifs, qu'ils sont des personnes comme nous. Voilà, c'est ce que nous voulons vraiment viser, qu'on élimine la stigmatisation de la société, que ceux qui sont malades soient considérés dans la société comme des malades normales, et puis qui se font soigner, qui reviennent à la société. Et le problème parfois, quand bien même ceux qui sont soignés, quand ils reviennent à la société, les gens ont toujours peur d'eux. Ils se disent que voilà, est-ce que voilà, ils peuvent encore être avec nous? Voilà, c'est ce que nous voulons atteindre, changer le langage des gens et changer le comportement des gens. Votre projet se réalise à Nganzangungu. Quelles caractéristiques de cet environnement vous ont-ils poussé à y réaliser votre projet? Pourquoi nous avons choisi Mbanzangungu pour ces projets? En fait, Mbanzangungu est dans la province du Congo central. Et la province du Congo central, c'est parmi les provinces les plus touchées. Parmi les provinces les plus touchées, parce que très proche de la capitale, c'est la province qui fait frontière à la capitale. Donc, nous pouvons nous imaginer, et c'est une province portuaire,
c'est une province portuaire. Et la ville de Mbanzangungu où nous sommes, c'est une ville estudiantine. Donc nous avons des gens qui viennent de par toute la République. Donc c'est une cité qui est presque cosmopolite. Nous avons tout le monde ici, des étudiants qui viennent de partout, de toute la province. C'est comme cela que, hormis la province qui est l'une des provinces les plus touchées, Mbanzangungu aussi est l'une des villes les plus touchées de la province. Donc nous comprenons avec l'entrée de Kinshasa et tout ça de la capitale, il y a toutes les probabilités que la ville soit encore touchée. Mais en réalité, nous avons choisi, nous avons pensé commencer d'abord dans la cité de Mbanzangungu, mais ce ne serait pas l'idéal pour nous, parce que les moyens sont très limités. Nous nous disons, nous nous focalisons d'abord sur la cité de Mbanzangungu où nous sommes, et nous commençons à y travailler, mais l'idéal serait d'aller dans toute la province, parce que les problèmes est très grand. Que pensez-vous du témoignage d'Els Kazadi, qui est récemment revenu en Suisse de retour du Congo et qui nous raconte que les gens du Congo commencent par se faire des tisanes avec une variété d'artémisia, et puis ensuite ils prennent éventuellement de l'hydrochloroquine et finalement une sorte d'antibiotique. Qu'en pensez-vous? Oui, Madame Kazadi a totalement raison, parce qu'ici en Afrique, vous savez, on est dans le tradi, dans les modernes, tout cela, on mélange parfois des choses. Hein. Et quand on parle de la maladie, parfois quand on va à l'hôpital, on revient à la maison, on prend un peu d'autres produits traditionnels qui peuvent être compatibles. Et c'est ce qui se passe aussi avec la COVID-19. Ce qui est vrai est que y a tout un arsenal de trucs que les gens prennent. Donc ça, nous ne pouvons pas vraiment calculer ça. Des tisanes, des gens se font des kyoko. Donc vous mettez des choses de herbes, de tisanes, des racines de plantes dans l'eau après avoir bouilli là. Et vous entrez, vous couvrez la couverture et vous prenez la grosse marmite qui est chaude. Vous êtes en train de tourner toutes ces tisanes-là et vous transpirez dedans. C'est ce qu'on appelle les kyoko. Et ça marche aussi, hein? Ça marche. Et quand vous sautez, vous transpirez et si vous aviez la fièvre, elle peut disparaître. Donc ça, c'est des produits ancestraux, c'est des produits traditionnels. Ça existe aussi. Et bon, les gens d'une façon ou d'une autre disent et témoignent que ça marche. Donc quand vous prenez un peu de chloroquine et vous faites un peu de kyokola, vous entrez dedans avec la couverture, vous sortez transpirer, et voilà, les gens se disent que ça marche. Et ça marche. Donc voilà, ça c'est le mélange un peu du moderne et du traditionnel. Ça sont des choses qui se font aussi. Ce sont des choses qui se font. Mais quant à l'objectif que nous voulons atteindre d'éduquer les gens à la stigmatisation, c'est vrai, nous ne disons pas que la stigmatisation ou la distanciation sociale, c'est une stigmatisation. Non, pas du tout. Mais nous devons savoir distinguer les choses. La distanciation sociale, c'est une chose, mais stigmatiser quelqu'un, c'est une autre chose. Nous n'allons pas dire que quand quelqu'un est testé positif, donc il faut plus respecter des gestes et barrières. Les gestes et barrières sont là, mais tout en considérant la personne. Donc la stigmatisation dont nous parlons, c'est le manque de considération de la personne. C'est le manque de la considération de la personne. Ce n'est pas le problème des gestes et barrières. Les gestes et barrières sont là, mais tout en considérant la dignité de la personne. Parce que le malade doit souffrir avec toute sa dignité. Parce que c'est un être humain. Donc quand on perd sa dignité, on souffre doublement. C'est un problème de la dignité de la personne qu'il faut respecter. La personne malade a droit au respect de sa dignité. Voilà. Nous serions très intéressés si vous nous décriviez les ateliers concrets qui sont organisés dans le cadre de ce projet. Dans ces ateliers, ce sont des ateliers que nous organisons pour les leaders religieux. Et les ateliers, c'est une session de formation, d'apprentissage. Nous commençons par une leçon
qui a été donné dernièrement par les médecins chefs des zones de santé. Les médecins chefs des zones de santé, c'est lui qui s'occupe de l'équipe des task force de la lutte contre la Covid. C'est lui qui était avec nous, qui a animé l'atelier. Dans l'atelier, il y a d'abord un moment de l'exposé. Il a exposé sur Covid, sur la vaccination, sur la stigmatisation. Et après, nous avons eu un temps d'aller dans des ateliers où les gens, où l'orateur avait remis déjà des questions pour aller répondre dans des ateliers. Les gens sont allés réfléchir dans des ateliers et nous sommes revenus pour faire ensemble, pour être ensemble et répondre aux questions qu'on avait données et qu'on est allé réfléchir dans des ateliers. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit. Après des ateliers, on revient pour des mises en commun. Et dans la mise en commun, c'est là que les moments de discussion commencent par rapport aux questions posées dans des ateliers. Donc c'est un moment très riche que nous prenons dans nos ateliers. Et après la mise en commun, nous formulons un document. Les documents que nous formulons, c'est les documents que nous remettons à la zone de santé, que nous remettons aux églises pour que ces documents-là soient en quelque sorte notre piste, comment nous pouvons sortir de cette pandémie et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un document qui est aussi en forme de recommandation. Les leaders religieux que nous réunissons sont des leaders catholiques, des prêtres catholiques, des pasteurs protestants, des pasteurs des églises de réveil, des imams, des musulmans, des salutistes. En tout cas, nous sommes une multiplicité de leaders religieux. Et c'est ce qui fait la richesse de cette formation, parce que chacun vient déjà avec son background religieux, spirituel, et nous nous mettons ensemble pour la lutte contre la pandémie et réfléchir autour de diverses choses, parfois qui nous divisent à la cité ou dans nos religions, mais autour de la pandémie, nous pouvons avoir un même langage. Donc voilà comment nous réfléchissons et comment nous travaillons avec la mise en place de ces ateliers et des leaders religieux. Et ce qui nous réjouit est que nous avons su réunir en tout cas la majorité des leaders des religions que nous avons déjà de la place, et nous parlons déjà un même langage dans la lutte contre la Covid et la stigmatisation. Là, tout le monde se met d'accord qu'il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour parler un même langage, parce que les problèmes de la santé concernent tout le monde. Vous cherchez à atteindre le plus grand nombre grâce à des médias. Quels sont les médias qui sont disponibles? Voilà, nous utilisons pour le média, c'est vrai que nous avons la télévision, la radio, mais nous nous rendons compte que la radio est beaucoup plus suivie, parce qu'avec la télévision, il faut tout un protocole pour se mettre, être là et suivre la télé. Mais la radio, on peut la suivre dans le véhicule, dans la forêt, à la poche, son téléphone, à la radio, et c'est plus facile. Et nous utilisons plus la radio, beaucoup de radios de la place pour vulgariser nos activités. Nous sommes plus à la radio qu'à la télévision, parce que nous nous rendons compte que la radio part même dans les fins fonds de village, et c'est très bien suivi. Par rapport à ce que nous pouvons dire sur la contribution ou les partages, la distribution des masques, parce que nous envisageons, quand nous formons, après nos ateliers, nous distribuons des masques. Et puis, ceux-là que nous suivons, les malades que nous suivons, nous distribuons aussi des vivres. Mais qui nous utilisons? Jusque-là, le projet n'a prévu que deux personnels, des formés des CPT. C'est eux qui vont faire le suivi des malades, le suivi de tous ceux-là qui sont testés positifs. On va faire leur suivi à domicile. Et après le suivi, on peut faire la distribution de vivres. Donc jusque-là, le projet ne prévoit que deux personnes formées de CPT pour faire ces suivis des malades. Une dernière question. Quels rôles sont attribués aux aumôniers formés au CPT
et aux paroisses dans ce projet. Et après le suivi, on peut faire la distribution de vivres. Donc jusque-là, le projet ne prévoit que deux personnes formées de CPT pour faire ces suivis des malades. Mais quant à cette distribution, nous utilisons des membres de l'Église, des frères de l'Église, des volontaires qui peuvent faire ce travail, de prendre ceci et de remettre, d'aller donner de l'autre côté. Nous avons assez de volontaires qui peuvent faire ce travail. Il suffit juste de pourvoir à leur transport pour faire prendre quelque chose ici et aller laisser là-bas quand nous arrivons à la distribution. Parce que la distribution ne se fait pas du coup avec tout le monde. C'est progressif. Donc, quand on suit quelqu'un, et après le suivi, là, on peut apporter le soutien de ces vivres dont nous parlons. Donc, quand nous suivons, nous apportons le soutien. Quand nous suivons, nous apportons le soutien. Or, le suivi, ça vient d'un jour au lendemain, etc., etc. Donc, voilà comment nous évoluons jusque-là dans le suivi et dans la distribution des vivres que nous avons. Un projet bien construit comprend une phase d'évaluation et de suivi. Pouvez-vous là aussi nous décrire ce qui est prévu? Le projet aussi est en train de penser superviser les activités de communication. Cela veut dire, après les ateliers, nous pensons suivre ceux qui ont suivi la formation chez eux dans les églises, chez eux dans les mosquées, pour voir comment ils sont en train de communiquer les messages qu'ils ont reçus. Parce que après la formation, nous avons reçu des fiches de restitution. Donc chaque leader doit restituer chez lui à la base ce qu'il aura reçu à la formation. Et la restitution, avec la restitution, nous donnons des fiches qu'ils remettent pour que nous puissions voir et suivre comment ils sont en train de restituer ce qu'ils auront ou ce qu'ils ont reçu à la formation. Donc voilà comment nous sommes en train d'évoluer et cette restitution-là ou cette fiche de restitution, nous le suivons à domicile. Nous continuons à communiquer avec eux pour garder les liens et continuer le suivi de leur suivi à la base. Donc voilà comment nous fonctionnons là-dessus. Je vous remercie. Cher Joël Kouvouna, au nom de l'association suisse Projet CPT au Congo, je vous félicite d'avoir réalisé un projet aussi généreux. Et je vous remercie d'avoir permis cet entretien entre la Suisse et le Congo. Toutes nos félicitations et nos vœux pour le succès et la continuation de ce projet.